Par commodité, cette vidéo est coupée en 7 parties. Voici la 3e. Bonne écoute à vous. Rousseau, philosophe, homme politique et musicien suisse genevois, né en 1712 mort en 1778, a écrit Émile ou de l'éducation en 1762. Je vous lis un extrait. Il y a 2 sortes d'hommes dont les corps sont dans un exercice continuel, et qui sûrement songent aussi peu les uns que les autres à cultiver leur âme, à savoir les paysans et les sauvages. Les premiers sont rustres, grossiers, maladroits. Les autres, connus par leur grand sens, le sont encore par la subtilité de leur esprit. Généralement, il n'y a rien de plus lourd qu'un paysan, ni rien de plus fin qu'un sauvage. D'où vient cette différence ? C'est que le premier, faisant toujours ce qu'on lui commande, ou ce qu'il a vu faire à son père, ou ce qu'il a fait lui-même dès sa jeunesse, ne va jamais que par routine. Et, dans sa vie presque automate, occupé sans cesse des mêmes travaux, l'habitude et l'obéissance lui tiennent lieu de raison. Pour le sauvage, c'est autre chose. N'étant attaché à aucun lieu, n'ayant point de tâches prescrites, n'obéissant à personne, sans autre loi que sa volonté, il est forcé de raisonner à chaque action de sa vie. Il ne fait pas un mouvement, pas un pas, sans avoir d'avance envisagé la suite. Ainsi, plus son corps s'exerce, plus son esprit s'éclaire. Sa force et sa raison croissent à la fois et s'étendent l'une par l'autre. Savants précepteurs, voyons lequel de nos élèves ressemble au sauvage et lequel ressemble au paysan. Soumis en tout à une autorité toujours enseignante, le vôtre ne fait rien que sur parole. Il n'ose manger quand il a faim, ni rire quand il est gai, ni pleurer quand il est triste, ni présenter une main pour l'autre, ni remuer le pied comme on lui prescrit. Bientôt, il n'osera respirer que sur votre règle. À quoi voulez-vous qu'il pense quand vous pensez à tout pour lui ? Assuré de votre prévoyance, qu'a-t-il besoin d'en avoir ? Voyant que vous vous chargez de sa conservation, de son bien-être, il se sent délivré de ce coin. Son jugement se repose sur le vôtre. Tout ce que vous ne lui défendez pas, il le fait sans réflexion, sachant bien qu'il ne le fait sans risque. Qu'a-t-il besoin d'apprendre à prévoir la pluie ? Il sait que vous regardez le ciel pour lui. Qu'a-t-il besoin de régler sa promenade ? Il ne craint pas que vous lui laissiez passer l'heure du dîner. Tant que vous ne lui défendez pas de manger, il mange. Quand vous le lui défendez, il ne mange plus. Il n'écoute plus les avis de son estomac, mais les vôtres. Vous avez beau ramollir son corps dans l'inaction, vous n'en rendez pas son entendement plus flexible. Tout au contraire, vous achevez de décréditer la raison dans son esprit, en lui faisant user le peu qu'il en a sur les choses qui lui paraissent le plus inutiles. Ne voyant jamais à quoi elle est bonne, il juge enfin qu'elle n'est bonne à rien. Le pis qui pourra lui arriver de mal raisonner sera d'être repris. Et il l'est si souvent qu'il ne songe guère, un danger si commun ne l'effraie plus. Vous lui trouvez pourtant de l'esprit, et il en a pour babiller avec les femmes, sur le ton dont j'ai déjà parlé. Mais qu'il soit dans le cas d'avoir à payer de sa personne, à prendre un parti dans quelque occasion difficile, vous le verrez 100 fois plus stupide et plus bête que le fils du plus gros manant. Pour mon élève, ou plutôt celui de la nature, exercer de bonne heure, à se suffire à lui-même autant qu'il est possible, il ne s'accoutume point à recourir sans cesse aux autres, encore moins à leur étaler son grand savoir. En revanche, il juge, il prévoit, il raisonne en tout ce qui se rapporte immédiatement à lui. Il ne jase pas, il agit. Il ne sait pas un mot de ce qui se fait dans le monde, mais il sait fort bien faire ce qui lui convient. Comme il est sans cesse en mouvement, il est forcé d'observer beaucoup de choses, de connaître beaucoup d'effets. Il acquiert de bonne heure une grande expérience. Il prend ses leçons de la nature et non pas des hommes. Il s'instruit d'autant mieux qu'il ne voit nulle part l'intention de l'instruire. Ainsi son corps et son esprit s'exercent à la fois, agissant toujours d'après sa pensée et non d'après celle d'un autre. Il unit continuellement 2 opérations. Plus il se rend fort et robuste, plus il devient sensé et judicieux. C'est le moyen d'avoir un jour ce qu'on croit incompatible, et ce que presque tous les grands hommes ont réuni. La force du corps et celle de l'âme, la raison d'un sage et la vigueur d'un athlète. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de gouverner sans précepte, et de tout faire en ne faisant rien. Cet art, j'en conviens, n'est pas de votre âge. Il n'est pas propre à faire briller d'abord vos talents, ni à vous faire valoir auprès des pairs, mais c'est le seul propre à réussir. Vous en parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d'abord des polissons. C'était l'éducation des Spartiates. Au lieu de les coller sur des livres, on commençait par leur apprendre à voler leur dîner. Les Spartiates étaient-ils pour cela grossiers étant grands ? Qui ne connaît la force et le sel de leur répartie ? Toujours faits pour vaincre,
ils écraseraient leurs ennemis en toute espèce de guerre, et les babillards athéniens craignaient autant leurs mots que leurs coups. Dans les éducations les plus soignées, le maître commande et croit gouverner. C'est en effet l'enfant qui gouverne. Il se sert de ce que vous exigez de lui pour obtenir de vous ce qui lui plaît. Et il sait toujours vous faire payer 1 heure d'assiduité par 8 jours de complaisance. À chaque instant, il faut pactiser avec lui. Ces traités que vous proposez à votre mode et qu'il exécute à la sienne tournent toujours au profit de ses fantaisies. Surtout quand on a la maladresse de mettre en condition pour son profit ce qu'il est bien sûr d'obtenir, soit qu'il remplisse ou non la condition qu'on lui impose en échange. L'enfant, pour l'ordinaire, lit beaucoup mieux dans l'esprit du maître que le maître dans le cœur de l'enfant. Et cela doit être, car toute la sagacité qu'eût employé l'enfant livré à lui-même à pourvoir à la conservation de sa personne, il l'emploie à sauver sa liberté naturelle des chaînes de son tyran, au lieu que celui-ci, n'ayant nul intérêt si pressant à pénétrer l'autre, trouve quelquefois mieux son compte à lui laisser sa paresse ou sa vanité. Prenez une route opposée avec votre élève, qu'il croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Le pauvre enfant qui ne sait rien, que ne peut rien, qui ne connaît rien, n'est-il pas à votre merci? Ne disposez-vous pas, par rapport à lui, de tout ce qui l'environne? N'êtes-vous pas le maître de l'affecter comme il vous plaît? Ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, tout n'est-il pas dans vos mains sans qu'il le sache? Sans doute, il ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Il ne doit pas faire un pas que vous ne l'ayez prévu. Il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu'il va dire. C'est alors qu'il pourra se livrer aux exercices du corps que lui demande son âge, sans abrutir son esprit. C'est alors qu'au lieu d'aiguiser sa ruse à éluder un incommode empire, vous le verrez s'occuper uniquement à tirer de tout ce qui l'environne le parti le plus avantageux pour son bien-être actuel. C'est alors que vous serez étonné de la subtilité de ses inventions pour s'approprier tous les objets auxquels il peut atteindre, et pour jouir vraiment des choses sans le secours de l'opinion. L'auteur constate que les hommes exercent souvent leur corps, mais que l'esprit serait délaissé. Le philosophe utilise le verbe « cultiver ». Le terme vient du latin « cultura », « faire grandir ». Le propos est imagé pour ce qui est de l'âme ou de l'esprit. Le terme est lié à l'idée d'éducation. Il s'agit de guider une croissance. Il y aurait 2 catégories d'individus, le paysan et le sauvage. Le paysan serait un rustre, quelqu'un de grossier ou de maladroit. D'ailleurs, c'est un cliché encore répandu aujourd'hui. Pour autant, le paysan a suivi une éducation. Il fait ce qu'on lui a dit. Il y a une routine qui s'instaure, comme si le paysan était automate. La raison se définit alors comme habitude et obéissance. Quelques années plus tard, Marx fera une critique similaire de l'éducation. Le sauvage serait plus subtil. Il aurait plus de bon sens. Ce serait surprenant dans l'esprit commun. Le sauvage serait plutôt l'être non civilisé, donc le non éduqué, ce qui ne suit pas l'universalité d'une instruction. Le sauvage n'obéirait à personne et aurait une totale liberté. Il doit réfléchir seul à ce qu'il doit faire. L'exercice du corps est intimement lié à l'exercice de l'esprit, contrairement aux paysans, contrairement à ce que proposerait une instruction publique. Émile ou l'éducation est une fiction. Il s'agit d'une théorie. Une pratique imaginée qui n'est pas suivie. Rousseau pose ainsi un regard critique, un questionnement sur les pratiques des précepteurs. Un précepteur est une personne chargée de l'éducation, en particulier chez les personnes riches ou les nobles. Les précepteurs forment-ils des paysans ou des sauvages? Attention au problème des termes. Ils ont un sens éloigné de ce que l'on comprend dans notre vision actuelle des choses. Précepteur change légèrement de sens sous la plume de Rousseau. Il s'occupe de l'éducation de manière générale, sans réelle distinction de classe. Il y a une continuité dans la société, ainsi les plus démunis sont éduqués par leurs proches qui ont alors un rôle de précepteur. L'auteur observe que le précepteur forme des paysans. Le paysan fait sur parole. Il ne mange pas quand il a faim, etc. En somme, il ne réagit pas en fonction de ses sentiments et émotions. Le paysan ne penserait pas par lui-même, on penserait pour lui. Donc le paysan n'userait pas de sa raison ou de son esprit. Le paysan n'a pas peur de se tromper parce qu'on le reprend. On pense donner de l'esprit au paysan alors qu'on lui offre de quoi séduire, mais pas de quoi se défendre. Rousseau observe l'enfant de la nature dans sa fiction et l'oppose au paysan formé par le précepteur. Ainsi, le sauvage sait se suffire à lui-même. Il n'a pas besoin d'être accompagné dans ses raisonnements, mais il raisonne sur tout. Évidemment, il ne connaît pas tout.
mais il sait comment persévérer. Le sauvage observe plus. Il acquiert plus tôt et plus d'expérience. Le sauvage apprend par son environnement et non par autrui. Le sauvage exercerait ainsi mieux son corps et son esprit que quiconque. Le problème serait celui du solipsisme, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui et tout est issu de sa personne et de ses vécus. Après avoir décrit la situation, Rousseau va proposer une méthode au précepteur, qui est de gouverner sans précepte, c'est-à-dire de diriger sans se mettre en avant, et de tout faire en ne faisant rien, donc de ne rien montrer de ses capacités ou de ses talents. L'auteur prend l'exemple des Spartiates pour nous faire comprendre qu'il n'est pas possible d'être sage si l'enfant n'est pas polisson avant. Nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier serait que l'apprentissage commencerait par le fait de porter préjudice à d'autres individus. Le second est que c'est une vision qui s'oppose d'abord à un système de valeurs particulier. Celui-ci peut être différent d'un endroit à un autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours en réaction à quelque chose. Il n'y a donc ni liberté ni nature. Il y a un déterminisme chez le sauvage et dans la méthode de Rousseau, ce que l'éducation est censée apprendre à corriger. C'est pareil que cela soit fait par un précepteur ou non. Pour autant, les Spartiates n'étaient pas idiots. Ils sont opposés par Rousseau aux Athéniens, qualifiés de babillards qui ne sauraient que parler. Ce serait nier les nombreux progrès scientifiques et politiques grecs de l'époque. L'auteur poursuit son raisonnement en évoquant les éducations soignées, où le maître croit décider, mais où ce serait l'enfant en réalité. Pour que cela se passe bien, le maître se verrait contraint de négocier selon les fantaisies des enfants. C'est d'ailleurs l'une des critiques faites à l'encontre d'un certain laxisme dans l'instruction publique. L'enfant se montrerait alors plus intelligent que le maître, puisqu'il sait ce qu'attend le maître qui, lui, ne ferait pas attention aux besoins de l'enfant. Pour Rousseau, c'est ce qui doit se passer. Un enfant ne devrait pas être sous le joug d'un maître tyran. En réalité, la méthode rousseauiste serait de faire croire à l'enfant qu'il est maître alors que c'est effectivement le précepteur, le maître. Cela se passerait sans assujettissement, avec la captation de la volonté, ce que l'on appelle aujourd'hui la motivation et l'intérêt de l'élève. L'auteur use de questions rhétoriques pour nous mener à l'idée que l'enfant doit vouloir ce que le maître veut qu'il fasse. Il s'agit de manipulation des individus. C'est permis par le fait que l'esprit n'est pas encore formé. Il faut créer un environnement à l'enfant pour qu'il se préoccupe de son bien-être en son sein. Si le bien-être est atteint, cela signifie que l'enfant sait faire preuve de subtilité. C'est afin de créer l'environnement optimal pour l'enfant que l'école se fait dans un lieu clos particulier et hors de la société. Les cours ont lieu dans des salles dédiées au sein de bâtiments gérés par une communauté éducative. Ce n'est pas n'importe où et n'importe comment. Rousseau a écrit un texte qui montre les principales préoccupations des individus. Leur bien-être est lié à une certaine autosuffisance et persévérance dans leur être. Il s'agit également de pouvoir s'intégrer en société et de penser une certaine forme de justice. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.